Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin en vidéo. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéo. La dernière en date a été publiée fin mai, donc ça fait presque 3 mois que je n'étais pas sur YouTube. J'ai l'impression de revenir un petit peu comme un cheveu sur la soupe, donc je vais quand même très brièvement vous expliquer ce qui s'est un petit peu passé ces 3 derniers mois. Pourquoi je n'étais pas très présente, je vais essayer de faire ça vite, d'autant plus que ça reste assez personnel, donc voilà, j'ai pas envie de m'étaler dans les détails, mais très simplement, sachez que je me suis mariée début juin, voilà, donc vous comprenez bien qu'à partir de fin mai, j'avais plus vraiment le temps de m'occuper ni de ma chaîne ni de mon blog. Les préparatifs se sont un petit peu précipités et ensuite, eh bien, nous nous sommes mariés. Ça faisait 1 an et demi qu'on préparait notre mariage, évidemment. Vous doutez bien que ça a été un jour magique qui, voilà, a célébré un petit peu notre amour que nous vivons depuis 5 ans et demi avec mon amoureux. Ensuite, on est parti directement en voyage de noces en Irlande. D'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller vivement cette destination. Si vous aimez la nature sauvage, les paysages préservés de la main de l'homme, franchement, on a vraiment passé de magnifiques vacances là-bas. Et ensuite, on est revenu. Ça fait un petit peu bizarre parce que la vie reprend ses droits, comme on dit, et on tombe un petit peu de son nuage, voilà, on reprend le travail, etc. Et je dois avouer que j'avais clairement un grand manque de motivation pour m'occuper de ma chaîne et de mon blog, d'autant plus que je lisais très peu, voire pas, j'en avais pas non plus très envie. Donc voilà, j'ai pas eu envie de me forcer à filmer, j'ai profité de cet été, de mes amis, de ma famille, d'être avec mon mari, voilà. Mais ces dernières semaines, j'ai repris goût à la lecture, j'ai lu pas mal d'ailleurs, et ça m'a donné envie de reprendre mes vidéos. Je profite donc de cette première vidéo pour vous parler d'anciennes lectures dont je ne vous ai pas encore parlé. La première date de fin mai d'ailleurs, donc c'est dire combien je suis en retard. J'espère que j'arriverai tout de même à vous en parler au mieux et je vais commencer tout de suite. Donc il s'agit de 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. Il s'agit d'une nouvelle publiée chez le Livre de Poche et que moi pour ma part j'ai lu sur l'application Glose. Alors nouvelle parenthèse très rapidement, mais je voulais vous parler un petit peu de cette application que j'ai beaucoup aimée. Donc Glose, c'est une application que vous pouvez installer sur tous vos supports numériques, que ce soit ordinateur, tablette, téléphone portable, etc. Lorsque vous commencez à lire un livre sur cette application, vous avez droit gratuitement aux 10 premiers pourcents et ensuite si la lecture vous plaît, il vous faut acheter le livre. Personnellement, je trouve que c'est vachement sympa parce que ça évite de se louper. Si jamais voilà on n'aime pas le livre, c'est un petit peu dommage de l'acheter pour rien. C'est aussi l'occasion de tester un petit peu l'application et de voir si ça nous plaît. Moi personnellement, je trouvais le principe très intéressant, donc j'ai installé mon application Glow sur mon téléphone portable et j'ai profité de mes pauses repas du midi au travail pour lire donc 24 heures de la vie d'une femme. C'est une nouvelle, c'est assez court, je me suis dit c'est pas mal pour tester et je suis vraiment contente du résultat. Je pense que je vais réitérer l'expérience, donc voilà, je ne vais pas vous en parler plus, mais je vous mets en barre d'infos le lien vers la vidéo de Margot Liseuse qui parle de l'application Glose de manière très précise, très complète. Et si jamais vous avez envie de me rejoindre sur cette application, c'est toujours le même pseudo, c'est Hello Books. Je reviens à présent à 24 heures de la vie d'une femme. Donc, Stefan Zweig, c'est un auteur que j'ai découvert grâce à mon amie Nina. J'avais lu il y a, je pense que je peux dire quelques années maintenant, Le joueur d'échecs que j'avais adoré. Du coup, évidemment, j'avais envie de découvrir d'autres histoires de cet auteur et je me suis dit pourquoi pas 24 heures de la vie d'une femme. Alors de quoi ça parle? On suit notre narrateur qui est en vacances dans le sud de la France. Il se trouve dans une maison non loin d'un hôtel, une maison qu'il partage avec d'autres personnes de nationalités très différentes les unes des autres. Dans l'hôtel qui se trouve juste à côté de chez eux, il va se passer quelque chose, un événement qui va un petit peu bouleverser toutes les personnes qui sont autour. Une femme va quitter son mari et ses enfants pour suivre un jeune homme, un très jeune homme, donc ils ont une grande différence d'âge. Ça va choquer, les gens vont parler, vont donner leur avis, voilà, les petites rumeurs, les petits blabla.
Et sur ces entrefaits, une des personnes qui vit dans la maison avec le narrateur va avoir besoin de raconter son histoire. Il s'agit d'une vieille dame anglaise qui a vécu une histoire qui va lui rappeler un petit peu l'événement qui se passe dans l'hôtel, et elle va décider de se confier à notre narrateur et lui raconter 24 heures de sa vie il y a quelques années. À partir de là, eh bien, on fait un bond en arrière et donc on suit l'histoire de cette vieille dame. La construction m'a beaucoup rappelé le joueur d'échecs. C'est de la même façon, on est dans le présent avec le narrateur, il va se passer un événement et on va repartir en arrière. Je ne sais pas si c'est un schéma qu'il reproduit dans chacune de ses nouvelles, mais en tout cas, ça m'a fait sourire de voir que pour ces deux nouvelles, c'était à peu près similaire. J'ai adoré retrouver la plume de Stefan Zweig, j'adore sa façon d'écrire, ça reste du classique et en même temps c'est très abordable. En fait c'est assez marrant parce que d'un côté j'ai envie de vous dire que c'est une écriture très simple, facile à lire, mais en même temps j'aurais l'impression de ne pas lui rendre justice parce que je donnerais l'impression que c'est trop simple. Or, il arrive quand même, malgré des mots simples, à nous faire de très jolies tournures de phrases, à écrire des choses très poétiques. C'est un vrai régal et rien que pour ça je vous conseille cette histoire. Au-delà de ça, je dois quand même avouer que j'ai préféré le joueur d'échecs. Le joueur d'échecs aborde un sujet qui m'intéresse énormément, qui est la Seconde Guerre mondiale. Ici, dans 24 heures de la vie d'une femme, le thème principal, ce sont les jeux d'argent. Une bonne partie de l'histoire se passe dans un casino et tout va tourner autour de l'addiction du jeu, de l'argent qu'on dépense sans compter, les pertes, les gains qui sont plus rares, etc., etc. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas au départ, donc évidemment ça m'a pas forcément hyper accroché, mais au-delà de ça j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à lire ce livre. C'est Stefan Zweig, donc je pense qu'il peut aborder n'importe quel sujet, je vais aimer, je vais adorer. Voilà, mais je tiens quand même à dire que à choisir entre les deux, je pense que mon cœur balance quand même pour le joueur d'échecs. Cela dit, je vous conseille évidemment 24 heures de la vie d'une femme et de manière générale, je vous conseille de découvrir Stefan Zweig et sa jolie plume. J'ai ensuite lu Source des tempêtes, donc c'est le tome 1 de la série Le livre de l'énigme, écrite par Nathalie Do et publié chez Les Moutons Électriques. Je remercie la maison d'édition qui m'a très gentiment envoyé ce livre. Et je remercie mon ami Gaël de la chaîne Lanila Books qui a bien voulu partager avec moi cette lecture puisque nous l'avons fait en lecture commune. Ça remonte aussi pas mal. Je vous mettrai le lien vers la vidéo de Gaël où elle vous parle de ce livre. De manière générale, je pense qu'on se retrouve plutôt pas mal, on a eu plus ou moins le même avis. Alors, Source des tempêtes, ce n'est pas facile à résumer, je trouve. C'est un roman de dark fantasy, en tout cas c'est comme ça que moi je le définirais. On suit un jeune homme, Cédric, qui va nous raconter son histoire. En fait, quand on commence le livre, il écrit son journal, c'est une personne âgée et on va repartir en arrière et découvrir un petit peu sa vie, découvrir sa famille, les secrets de sa famille, la magie, etc., etc. Franchement, j'ai l'impression que j'arriverai pas vraiment à vous le résumer. Il y a énormément de choses dans ce livre et en même temps j'ai l'impression que si j'en dis un peu plus, je risque de vous dévoiler une grande partie de l'histoire. Donc je vais me contenter de vous donner mon avis et je vous laisse le soin d'aller sur un site pour aller lire un résumé. Au départ, j'ai vraiment été emballée par ma lecture. D'une part, j'ai complètement adhéré à l'écriture de Nathalie Do. Je trouve qu'elle écrit vraiment très bien. Encore une fois, c'est très teinté de poésie, pas du tout comme on peut le trouver chez Stefan Zweig, mais d'une autre façon. J'ai même récupéré quelques citations parce que vraiment son écriture m'a touchée. Donc pour ça, c'était vraiment top. D'autre part, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que elle quitte un petit peu les codes classiques de la fantasy pour créer son propre chemin. Notre personnage principal et narrateur, Cédric, n'est pas l'enfant prodige, n'est pas le héros de l'histoire. Le héros de l'histoire, c'est son frère. J'ai trouvé ça super intéressant puisqu'en général, dans la fantasy, on suit le héros qui va nous raconter l'histoire. Or là, ce n'est pas le cas. On va avoir le regard extérieur, quoique, même si c'est extérieur, c'est pas vraiment un regard objectif, ça reste subjectif, mais on a le regard quand même extérieur de Cédric sur son frère qui va devoir résoudre une énigme, l'énigme de Namu. Voilà, j'arrive quand même un petit peu à vous parler de l'histoire. Mais en fait, même nous, lecteurs, à la fin du tome 1,
On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, cette énigme de Nalu. On sait simplement que les ancêtres de Cerdric et de son frère étaient des mages d'une religion très ancienne et que cette religion ancienne a un peu été balayée par les nouvelles religions. Ça m'a un petit peu fait penser d'ailleurs aux légendes arthuriennes, voilà, avec cet éternel combat des anciennes religions avec les nouvelles qui supplantent les anciennes, et où d'un coup les anciennes religions deviennent des hérésies et il faut absolument les éradiquer. Donc effectivement, dans cette histoire, les anciennes religions sont quasiment éradiquées, il ne reste quasiment plus aucun membre, ils sont cachés, on ne sait pas qu'ils sont là en fait. Enfin, il en reste plus qu'un au départ, c'est le papa des deux enfants. Et ensuite, les enfants qui sont là pour la relève, et donc ce frère de Cerdric qui va devoir suivre son destin, gérer sa prophétie, je ne sais pas vraiment comment le dire, et en tout cas régler cette fameuse énigme. Ce qui m'a un petit peu embêté, c'est que voilà, on a affaire ici à un gros pavé et qu'à la fin du livre, tout reste finalement assez flou et on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit cette énigme. Tout part un peu dans tous les sens. On a ces religions, on a un petit peu de la magie, on a le dragon, puisqu'il y a des histoires de dragons, vous vous en doutez bien au vu de la couverture. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Nos deux personnages vont beaucoup marcher, aller d'un point A à un point B. C'est très très long. En fait, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé que ce roman au départ, voilà, l'idée est super originale, le fait que le héros ne soit pas le personnage principal, ça m'a vraiment attisé la curiosité, je trouvais que l'histoire allait vraiment crescendo, et en fait, arrivé à un certain point, je pense environ à la moitié, j'ai trouvé que ça stagnait, voire que ça diminuait, et au final, j'étais plus autant emballée qu'au début, j'ai mis beaucoup de temps à finir cette histoire, et il faut aussi avouer, j'ai un autre bémol par rapport à ce livre. Je vais essayer de rester évasif parce que j'ai pas envie de vous spoiler, ça n'arrive pas tout de suite. Je sais que Gaëlle en parle aussi dans sa vidéo, mais en gros, il y a des relations humaines assez malsaines qui vont se mettre en place et qui m'ont beaucoup gênée. Alors, voilà, ça m'a vraiment fait penser à Game of Thrones. Bizarrement, sur écran, dans une série télé, voilà, ça me gêne un peu, mais ça passe. Autant le lire dans un livre, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que ça compliquait tout. J'ai pas compris l'intérêt pour le moment non plus, mais peut-être que ça viendra dans les tomes suivants. Et ça m'a beaucoup gêné ma lecture, ça m'a rebuté clairement. Et donc, je dois dire que j'étais un peu, pas déçue, mais au final, j'ai quand même un avis assez mitigé sur ce livre. Cela dit, j'ai quand même envie de lire la suite. Je lirai avec plaisir le tome 2. J'espère qu'il sortira bientôt. Pour voir un petit peu ce que cette série a dans le ventre. Il ne s'agit que du tome 1 et j'ai bon espoir que l'auteur nous apporte de nombreux éclaircissements dans le tome 2. Pour finir, je vous parle de IRL d'Agnès Marot, publié chez Gulfstream dans leur collection Électrogène. Une nouvelle fois, je remercie la maison d'édition pour son partenariat et pour m'avoir très gentiment envoyé ce livre. J'avais très envie de lire ce livre parce que Gulfstream avait fait vraiment un teasing de fou autour de ce roman. J'avais reçu plusieurs mails qui avaient attisé ma curiosité et donc je n'avais pas pu faire autrement que de demander si c'était possible de l'avoir en partenariat. J'étais ravie de le recevoir et donc pour la petite histoire, cette fois-ci ici nous sommes dans un univers de science-fiction. Nous suivons Chloé Balanche, une jeune fille lycéenne qui, sa vie suit son cours jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait elle fait partie d'un grand jeu vidéo, si on peut dire, couplé d'une émission de télé-réalité. Donc, quel est le principe ? Chloé Balanche est un personnage virtuel, elle est parfois gérée par un joueur, donc ça reste du jeu vidéo, mais au-delà de ça, tous les soirs, les personnes qui vivent IRL peuvent voir l'avancée de ces personnages, de cet univers donc qui s'appelle Live City, sur grand écran. Ils peuvent même interagir par rapport à ce qui va se passer les jours suivants, puisqu'ils vont voter, voilà, sur qui peut se mettre en couple, sur qui va avoir son diplôme, etc., etc. Chloé Balanche est donc une intelligence artificielle et une intelligence qui est plus forte que les autres puisqu'elle va se rendre compte de sa condition et elle va tout faire pour s'en sortir, notamment avec l'aide de son joueur en fait, puisque c'est grâce à lui qu'elle va se rendre compte finalement de l'univers dans lequel elle vit. Et je trouve que c'est un livre très intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec l'actualité.
avec les jeux vidéo, avec la télé-réalité, avec la question de l'identité, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre par les messages qu'il transmet. Je trouve qu'Agnès Marot le fait très bien parce que c'est une histoire qui reste très très ludique, très légère à lire et en même temps elle nous fait passer des petits messages comme ça inconsciemment qui rentrent dans notre tête et ça j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Je dois tout de même noter que ce livre n'a pas été un coup de cœur parce que malheureusement je n'ai pas complètement réussi à rentrer dans l'histoire. C'est assez étrange mais bizarrement je ne me suis pas vraiment attachée au personnage, j'ai tout lu avec un espèce de retrait. Je saurais pas vraiment l'expliquer en fait. J'ai vraiment envie de vous dire de lire ce livre parce que je suis convaincue qu'il est très bien. Mais c'est vrai que je m'attendais à plus accrocher. Et encore une fois, c'est un livre que j'ai pas mal traîné à la fin. Le bémol que j'ai quand même envie de donner pour ce livre, parce que ça clairement c'est quelque chose qui m'a mis en difficulté, c'est qu'il y a de nombreuses temporalités dans ce livre. Agnès Marot nous balade dans le présent, puis dans le passé, puis dans le futur, puis nouveau dans le présent. Ça s'alterne en fait, ça s'alterne de manière assez rapide puisque même dans un chapitre vous pouvez avoir des paragraphes en fait qui ne se situent pas dans le même temps. J'ai eu beaucoup de mal. Alors surtout au début, je dois avouer que peut-être moi je ne me suis pas mis dans une situation de facilité puisque j'ai commencé à lire ce livre quand je suis rentrée de mon voyage de noces dans un aéroport, il y avait du bruit, il y avait du passage. C'est vrai que j'étais peut-être pas à 100% concentrée dans ma lecture, je l'admets complètement, mais du coup j'étais un petit peu perdue. Des fois, je remontais les pages, je regardais les dates. Alors, attends, là, on en est où? Et c'est vrai que je trouve d'un côté que c'est une construction très originale pour un roman et que c'est un choix risqué, mais Agnès Marot a bien fait de le faire puisque c'est ce dont elle avait envie. Mais moi, ça m'a complètement paumée au début. J'ai pris le pli au fur et à mesure, on s'habitue, on commence à se rappeler des dates, à savoir à peu près où on en est. Mais le deuxième bémol du coup par rapport à cette construction, c'est que je trouve que finalement le lecteur est un petit peu en avance sur le récit puisque des fois elle va dans le futur, puis ensuite elle revient dans le présent et donc finalement nous on sait ce qui va se passer ensuite. J'ai trouvé qu'au niveau du suspense, il y en avait pas trop. Je la voyais venir forcément du fait de ces différences de temporalité et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que quelque part elle nous spoilait elle-même en fait la suite de l'histoire, alors sans détailler évidemment, après on avait les détails, mais malgré tout voilà, de savoir ce qui allait se passer ensuite. Finalement j'avais pas ce truc de me dire punaise faut que je reprenne mon livre parce que j'ai envie de savoir la suite, parce qu'en fait je savais déjà plus ou moins ce qui allait se passer et je pense que c'est aussi ce qui a fait que je n'ai pas lu hyper vite mon histoire, voilà. Malgré tout, je ressors quand même globalement positive. Je trouve tout de même que c'est un livre très intéressant par rapport aux aspects qui touchent à l'actualité. Et si vous pensez que c'est un livre qui est fait pour vous, d'après ce que je vous en ai un peu dit, eh bien, foncez. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Évidemment, il y a encore des lectures dont je dois vous parler, mais je préfère que la vidéo ne soit pas trop longue, donc je vous retrouverai dans une prochaine pour vous parler de mes lectures plus récentes. J'espère que j'arriverai à reprendre un rythme un peu plus régulier. Je ne vous promets rien, mais je vais faire au mieux. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver enfin sur le support YouTube et j'espère que vous vous portez au mieux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse discuter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. C'est l'histoire de Marcus Goldman qui est aussi le héros de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Marcus Goldman qui est un auteur à succès et qui dans ce roman-ci va se plonger dans le passé, dans son passé, le passé de sa famille et petit à petit va se dévoiler un drame qui a eu lieu quelques années auparavant.